Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Claude Ansart, grand spécialiste du 100 km. Donc bonjour Claude. Bonjour Enzo, mais content que tu m'accueilles pour relater ma vie sportive. Avec plaisir. Du coup, on va commencer par un petit peu ton parcours, ton enfance. Comment t'en es arrivé à ce niveau de performance et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer la course à pied? Ben, disons qu'à la base, dans mon enfance, j'ai pas été très heureux puisque mes parents, on était 4 enfants et j'étais, j'étais un peu délaissé, quoi. Donc, je fais mon année scolaire, tout ça. Bon, ça n'allait pas très bien. J'étais un bon élève à l'école et tout, et bon, les professeurs se sont aperçus que j'avais des problèmes à la maison, tout ça, donc bref. Et donc, je me suis fait émanciper à 18 ans, justement parce que ça n'allait pas à la maison et tout, et donc pour pouvoir être libre. Et après, je suis parti, donc en décembre 72, je suis parti à l'armée, quoi. Et donc, je suis passé par Verdun, j'ai fait mes classes à Verdun, après je suis descendu à Fréjus. Et parce que j'avais demandé pour faire l'outre-mer, pour justement m'éloigner un peu de la maison et tout, parce que je veux des grands airs, quoi. Oui, Et oui. donc, je suis parti à Tahiti, où j'ai fait mon service militaire pendant 18 mois là-bas. Et c'est là-bas où j'ai vraiment commencé la course à pied, puisqu'avant, je ne faisais rien du tout, donc je ne pouvais pas savoir mes capacités. Et en arrivant là-bas à l'armée, justement, on faisait les marches commando et tout, et j'ai battu un lieutenant qui avait l'habitude de tout gagner. Et puis, au départ, il pensait que j'avais triché et tout. Je dis, bah non, c'est comme ça, c'est voilà. D'accord, donc tu t'es très vite rendu compte que tu avais des possibilités. Après ce que tu disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que très jeune, tu as fait aucun sport du coup. Du tout, j'étais même très mauvais. À l'école, j'avais pas monté à la corde à nœud et tout ça. J'étais pas du tout coordonné, disons. Donc, j'avais aucune coordination. Donc, oui, effectivement, je savais pas du tout où je mettais les pieds. D'accord, donc tu soupçonnais pas, on va dire, ces capacités Oh non, du tout, du qui, tout. qui t'ont surpris, j'imagine. Ah oui, 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 puisque lui, quand je suis arrivé là-bas à Tahiti, je pensais pas faire partie des meilleurs coureurs tahitiens, quoi, puisque c'était mélangé tout avec tout. Donc, oui, oui, non. Très intéressant. Est-ce que tu te souviens à peu près quel âge tu avais du coup quand tu as commencé vraiment tes premiers entraînements à l'armée, du coup à Tahiti? Ben, oui, j'avais 18 ans. D'accord, d'accord. 18 ans, parce que je suis parti en 72, donc j'avais 18 ans et demi quand je suis parti à Tahiti, puis je suis né en 1954, donc D'accord, intéressant. Et du coup, après ton évolution, comment ça s'est fait? ben, Comment t'as... disons après, bon, ben, j'ai fait mes 18 mois d'armée à Tahiti, bon, on fait des courses là-bas, j'ai progressé plus ou moins aussi, donc, Mhm. je suis rentré en France donc en octobre 74, et là, mon beau-frère euh, avait créé le club de la Cite-Boutancourt, un club de course à pied, et il m'était licencié donc avec chez eux. Et puis j'ai fait des parcours, tout ça, j'ai fait des crosses où je me plaçais pas trop mal aussi. Et puis après, donc j'ai fait un CFPA d'ajusteur mécanicien à Rouen et que j'ai obtenu. Et après, donc je suis un jour en rentrant de travailler le midi, il y avait une demande au chemin de fer pour ils cherchaient des candidats. Donc j'ai fait ma demande et puis j'ai fait les tests et tout. Bon, j'ai été pris, donc je suis rentré au chemin de fer en juillet 76 à Amiens. Et de là, donc après, quand je suis arrivé, j'étais obligé de quitter la Cible Boutancourt parce que j'ai signé à l'Amiens UC. D'accord.
Et c'est là que vraiment, après ta signature à la MIA-UC, que ça a commencé à devenir beaucoup plus compétitif Ben, par la disons plus suite? compétitif déjà grâce à Daniel Cadet et à Philippe Barbier. Bon, déjà, à la base, c'est Daniel Cadet qui m'a ramené, disons, dans l'engrenage, puisque je faisais un peu le foufou avec une mobilette au campus où je tournais. Et puis, il me dit, ben, au lieu de faire l'imbécile, il me dit, t'as qu'à venir tourner avec nous. Et puis, bon, je l'ai pris au mot, j'y suis allé. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Que j'ai mis le pied dedans. Et puis, bon, ben, au fil après des entraînements avec Daniel Cadet et surtout Philippe Barbier, puisqu'au départ, on faisait quand on s'entraînait sur piste, on faisait des 16 fois 400 et au départ, j'en faisais 8 et c'est tout, quoi. Je pouvais pas en faire plus. Oui, oui, bah, c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières semaines d'entraînement, à quoi ça ressemblait en nombre de séances, en volume? Et est-ce que tu as été du coup confronté peut-être à la blessure au début, ou est-ce que tu as été un petit peu dégoûté en voyant que ton corps n'était pas prêt forcément? Comment est-ce que tu as géré ça en sachant que c'est souvent difficile quand on a des grosses possibilités, mais que le corps n'est pas prêt? Il y a un petit conflit qui peut se créer, donc comment est-ce que tu as géré tout ça? Ben, disons les grosses possibilités à cette époque-là, j'en doutais complètement puisque je savais pas, j'arrivais, donc disons que j'étais frais dans la course à pied. Mais surtout au niveau capacité, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est impossible, je pourrais jamais faire la tâche de travail qu'il y a à faire. Et puis bon, ben après, au fil des années, aux blessures non plus, parce que j'ai jamais vraiment été blessé. Donc, mais après, à force de travail et tout, bon, j'y suis parvenu. D'accord, ouais, donc on peut voir que tu avais déjà une constitution vraiment solide qui t'a permis d'encaisser les premiers entraînements sans trop de difficultés, quoi. Oui, voilà, puisque comme je t'ai dit, si je pouvais pas, j'arrêtais. J'essayais pas de forcer. De toute façon, je pouvais pas le faire. Donc, Hmm. ça servait à rien. Oui, oui, oui. Et du coup, tu te souviens d'une semaine type lors de tes débuts en course à pied? Combien de fois tu t'entraînais? Comment c'était réparti à peu près entre les footings, la VMA, les sorties un peu plus longues? Oui, mais ça, au début, bon, pas trop, parce que après, comme j'étais pas, tu dis, je savais pas du tout où j'allais dans l'aventure. Donc, on faisait pratiquement 5 entraînements sur 7, hein, sur 5 jours sur 7. D'accord, Donc c'était dès le déjà début. ah oui, oui, dès le début, D'accord. c'était déjà, des entraînements, sur je te dis avec Philippe Baribé, à cette époque-là, il y avait Chantal Langlacé aussi qui s'entraînait avec nous, donc c'était déjà des séances, puisque Chantal a quand même était la meilleure mondiale aussi, donc non, non, c'était déjà des entraînements, à la Barbier comme dirait l'autre. D'accord, donc t'as tout de suite été plongé dans le grand bain Ouais. et il n'y a pas vraiment eu de d'échauffement, on va Ah, dire. il y a vraiment pas eu de temps mort, non. Très intéressant. Donc, t'as pas perdu de temps du coup. Et à quel moment t'as vraiment commencé à performer en course à pied? Oh ben, pas vraiment tout de suite, hein, puisque comme je te dis, je suis vraiment commencé vraiment en 76 et c'est je vais dire 78, 79 où j'ai vraiment performé, disons, un peu plus sur les longues distances. Parce, D'accord, ok. parce qu'avant, je faisais quand même déjà du 5000, 10 000, mais bon, j'ai quand même fait à Saint-Maur-des-Fossés, puisqu'avec Philippe, on allait à Saint-Maur-des-Fossés sur la piste. J'ai quand même réalisé 15,44 à Saint-Maur sur 5000 et j'avais fait 32,18 sur 10 kilomètres. D'accord, donc déjà une bonne base de Oui, vitesse. j'avais déjà une bonne base. Et c'est justement quand on était allé à Saint-Maur-des-Fossés, j'avais Jean Le Potier, qui à l'époque était aussi là-bas, il avait vu ma foulée et tout, il m'a dit, oh toi, tu devrais faire du 100 kilomètres. Bon, c'est tout, il m'a dit ça, il dit bon, oui, peut-être, je sais pas, on verra. Et puis, il s'est avéré qu'en, justement, en 1979, Philippe Barbier avec Jean-François Delassalle ont créé les 100 kilomètres du Val-de-Saône. D'accord, et c'est Et donc, avec Philippe, on avait fait un peu, puisqu'à l'époque, donc on était les néophytes sur 100 km, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, les entraînements, tout ça, bien sûr. pour arriver à avoir des résultats, quoi. Et avec Philippe, on a fait des entraînements, et en 119, donc j'ai fait mon premier 100 km que j'ai gagné en 7h44. Et jamais, Dieu sait jamais que j'aurais pensé pouvoir faire ça, quoi.
Incroyable et du coup, c'est suite, ouais, à une discussion que, voilà, qu'on Ben, t'a amené vers le 100 kilomètres. ouais, tout à fait, ouais. Puis je veux dire encore, je ne veux pas dire malheureusement, grâce à Philippe Barbier, et s'il n'avait pas créé ce 100 kilomètres, peut-être que je me serais jamais lancé non plus sur cette distance. Très intéressant. Donc on peut voir que tu as tout de suite, entre guillemets «performé», hein, parce que 7h44, ça reste Ah, quand même un très, très bon chrono. oui, oui. Mais Heu, déjà, mon premier marathon que j'avais fait justement avec Daniel Cadet, puisque c'est lui qui me suivait aussi un peu, j'avais fait 2h54 à mon premier marathon. d'accord. Donc, et j'étais vraiment, disons, métronome sur les données qu'il fallait que je fasse. Oui, donc tu étais déjà plus ou moins adapté Ouais, sur sur le long, quoi. les mentalement, justement, j'étais déjà, et Daniel Cadet, justement, c'est pour ça qu'il m'avait lancé sur le marathon, parce qu'il m'avait vu aussi que j'avais les capacités de pouvoir le faire. D'accord. Et du coup, après ce 7h44, est-ce que tu te souviens de l'évolution de ton parcours, de ton entraînement, de tes chronos? À quel moment tu es vraiment, devenu une référence dans les 100 kilomètres? La bascule, elle s'est fait quand à peu près? Ben oui, j'ai fait, comme tu dis, au fil des entraînements, des années aussi, puisque j'ai fait plusieurs 100 kilomètres après que j'ai gagné aussi. J'avais fait Perpignan en 81, enfin Amiens aussi en 81, 80, 81, 82. Et donc c'est vraiment dans les années 83, 82, pardon, puisque j'étais vice-champion d'Europe à Genève en 82. D'accord, Donc c'est vraiment là où le départ, il a été fait, quoi. OK. Et est-ce que tu te souviens un petit peu, avec Philippe, du coup, comment vous avez, orienté votre entraînement? Comment il a évolué et de quoi il était composé, globalement, pour, être performant, comme ça sur 100 Bah, disons kilomètres? justement, c'était basé aussi, comme je dis toujours, sur la vitesse de base. Donc, D'accord, justement, ce qu'il faut toujours travailler, puisqu'on faisait des séances de 6 fois 1000, 4 fois 1500, des 3 fois 3000, et aussi des 10 fois 500 mètres. Donc, pour justement travailler l'endurance et en même temps la vitesse, qu'il d'accord. faut, qu'il faut surtout garder quand on fait justement des longues distances. Très bien, ouais, c'est vrai on en parle pas assez, mais même sur 100 kilomètres, il faut travailler sa vitesse de base. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu mis au placard, hein, la VMA sur des formats très courts. Donc toi, tu étais plutôt quand même toujours sur une conservation de séances de VMA. Ah oui, oui, de toute façon, dans la semaine, on avait toujours une séance de VMA à faire. D'accord. Comme je te dis, même on travaillait en pyramide sur des 100, 200, 250, 300. On faisait toutes les sortes qu'on pouvait faire. Hmm. Et du coup, c'était peut-être aussi dû à ton profil, que tu avais peut-être besoin de peut-être plus travailler la vitesse, vu que tu étais déjà très à l'aise sur l'endurance pure, le long. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense que Hmm. comme j'étais hyper endurant, donc j'avais certainement une base, un don à la base d'hyper endurant, justement, qu'il fallait, oui, justement, travailler la vitesse. Hmm. Très bien. Bah écoute, on va maintenant plonger un peu plus dans ton entraînement, hein. J'aurais bien aimé savoir quelle était, hein, grossièrement, hein, justement, Hein. ta répartition entre donc ce que j'appelle le volume facile, donc c'est-à-dire les footings d'endurance pure, Hein. et le travail de qualité. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la répartition Oui, oui, à grossièrement? peu près, oui, je te dis, de toute façon, la séance de qualité, donc le Fast-Paced, c'était surtout le mercredi, comme on avait souvent les compétitions samedi et dimanche, donc il fallait pas arriver fatigué, donc on le faisait le mercredi après-midi, ou comme ça on avait le temps de récupérer après. D'accord. Et les autres distances, ben, on faisait, je faisais à peu près en moyenne, à peu près 15 à 20 kilomètres tous les jours. D'accord. 15 à 20 kilomètres par jour, Ouais, quoi ouais. qu'il arrive, avec une séance de qualité dans la semaine Oui, la globalement? séance de qualité, sûrement on la faisait le samedi ou le dimanche quand il n'y avait pas de compétition. D'accord, d'accord. Donc tu restais, quoi qu'il arrive, sur une séance de vitesse et tout le reste, c'était des footings, Oui, des footings, bon, il y avait plus ou moins long, et aussi dans la semaine, on faisait quand même des 15 20 kilomètres, donc justement pour travailler le foncier. oui, oui, d'accord.
Et tu te souviens un petit peu des allures sur ce type de footing? Tu avais plusieurs allures? Est-ce que tu étais sur des allures, par exemple, assez calmes là, sur 2 ou 3 séances? Sur d'autres séances, tu étais plus au seuil, un peu plus rapide? Oui, mais c'était varié, oui, comme tu C'était dis, varié, mais ouais. souvent, bon, des fois, comme dans tous les clubs, on se tirait un peu la bourre dans les entraînements, savoir qui c'est qui va aller le plus vite ou des trucs comme ça. Mais ça, justement, c'est un peu une erreur qu'il faut pas faire, justement, Et oui, parce que on peut justement vite arriver à un truc de fatigue et c'est là qu'il faut pas faire l'erreur, justement. et oui. Du coup, tu étais plutôt, raisonnable ou tu étais plutôt, on va dire, de tout le temps dans la compétition avec les partenaires ou pas forcément? Non, 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 avec Philippe, on était plutôt raisonnable. Oui, on avait une table de travail, on s'y faisait et puis c'était comme ça, oui. D'accord, ouais, donc relativement quand même discipliné Ah oui, 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 sur oui, l'entraînement. oui, oui. OK. Et du coup, bah, on va parler un petit peu, c'est vrai que de l'évolution du matériel, parce qu'à l'époque, comment est-ce que vous preniez vos datas, que ce soit sur la distance, sur les allures? Est-ce que c'était vraiment à la sensation ou est-ce que c'était au chrono, à main, les chronos classiques? Comment ça se passait à l'époque? Ben, disons que déjà au départ, sur les chaussures, bon, moi, c'était, je veux dire, avec une vulgaire paire que j'avais achetée à Mammouth à l'époque. Oui. Donc, c'était pas vraiment conçu pour la course à pied et puis voilà, quoi. Puis après, bon, ça s'est amélioré puisque, après j'ai eu des titres et tout ça, donc j'ai eu la chance de pouvoir être sponsorisé par Adidas et par, Nike et par Brooks. Mmh. Donc après, j'ai quand même eu les chaussures qu'il fallait pour la course à pied. Mais sinon, après, oui, au niveau de l'évolution, bon, ah ben, après, vu que je faisais des longues distances, on s'entraînait quand même un peu plus sur du long, Mmh. puisqu'en 1982, justement, quand j'avais fait mon vice champion d'Europe à Genève, j'avais fait un 100 km tout seul à l'entraînement où j'avais réalisé 7h13. Et justement, c'est Philippe Barbie qui me suivait en voiture et j'avais réalisé 7h13 tout seul à l'entraînement. Ah oui, oui. Donc j'avais déjà les capacités de pouvoir, bon, en ce temps-là, je faisais quand même aussi mes 45 heures de boulot par semaine. Ah donc si j'avais pas travaillé, je pense que j'aurais pu descendre en dessous des 6h30 aux 100 kilomètres. Ah oui, oui, donc effectivement, il y avait déjà un don quand même, que tu as su développer Oui, que je suis et développé et surtout maintenir parce que c'est pas non plus simple de le maintenir parce que il faut quand même avoir une vie saine, il faut être sain quoi, il faut avoir une vie sereine. mmh. Et du coup, tu travaillais à la montre alors déjà à l'époque ou c'était juste, à la sensation, les footings? Comment ça se Heu, passait? disons les footings, c'était un peu plus à la sensation. Après bon, les séances de piste et tout ça, c'était au chrono. D'accord, là, c'était pris au Ah chrono à oui, les main séances et de piste, c'était au chrono. Les séances de piste ou fractionnées, comme on sait, c'était au chrono, ouais. d'accord. Et est-ce que, à l'époque, tu avais fait des tests, déjà de VMA pour mesurer à peu près tes capacités, pour pouvoir, on va dire déterminer tes chronos sur la piste? Oui, j'avais fait des tests de VMA puisque j'étais à 112 à 72 de VO2 max. D'accord, Donc pour l'époque, c'était pas mal. J'avais fait ça avec Patrick Popp justement et j'avais fait des tests d'effort aussi donc pour justement calculer les capacités de progression. d'accord, donc ouais, est-ce que tu te souviens un peu de la période où tu as fait ton premier test d'effort et puis justement l'évolution, est-ce que tu t'en souviens de la VO2 max? Oui, parce que j'ai fait mes premiers tests avec Patrick Popp, c'était en 1979, justement au cours du premier 100 kilomètres, parce que justement, il voulait voir comment l'organisme y réagissait justement après une épreuve comme ça. Mmh. Et je me rappelle à l'époque déjà, j'étais le seul athlète, enfin concurrent, qui sur la distance, qui n'avait pas perdu trop. J'avais perdu 1 ou 2 kilos, alors que d'autres concurrents avaient perdu 6 à 10 kilos. Et justement, déjà à l'époque, parce que au sujet du ravitaillement, moi je me ravitaillais à peu près comme il faut. Parce que quand il faut savoir que sur un 100 kilomètres, quand on court, on perd du sel et tout des trucs comme ça. Donc il faut savoir prendre justement des pastilles de sel pour éviter les crampes et ces trucs-là. Donc déjà, à l'époque, j'étais aussi un peu, disons, l'initiateur de savoir ce qu'il fallait faire sur 100 kilomètres. OK, donc tu étais suivi justement, tu Avec Patrick, ouais. as été suivi très vite là-dessus, donc sur l'aspect nutrition, Ouais, et tests d'effort et tout ça, ouais. d'accord. Et Donc j'avais, disons,
je sais pas si c'est une chance de pouvoir absorber un peu, je vais pas dire n'importe quoi, parce que sur 100 kilomètres à l'époque, nous, on n'avait pas grand-chose, hein. À Mmh, part le glucose, les pâtes d'amandes et les pâtes de fruits, on avait et puis les pastilles de sel, on n'avait rien d'autre. Pas comme d'accord. maintenant, il y a les gels, il y a tout ça, il y a Oui, oui, oui. Et ça, du coup, t'as jamais connu les gels, les évolutions nutritionnelles? Est-ce que t'as connu un petit peu une évolution enfin, ou j'ai connu après maintenant, mais sinon, pendant que je courais jusque 92, non, j'ai pas c'était toujours pâte d'amande, pâte de fruits et sel, quoi. Et puis d'accord. glucose pour la boisson et Ouais, c'est fou, hein, c'est intéressant de voir que même à l'époque, du coup, sans les dernières chaussures, carbone, sans, les dernières technologies en termes de nutrition de l'effort, on pouvait quand même voir qu'il y avait des chronos qui étaient, bah, très, très ah oui, intéressants. oui, je te le dis, puisque depuis 1984, je détiens toujours le record de la Somme en 6h44. Donc ça fait quand même, 38 ans ou 35 ans maintenant. Incroyable, donc ouais. 39 ans, oui. Donc c'est il y a 39 ans que j'ai le record de la Somme, donc elle est pour l'époque, c'était quand même pas mal. Comme quoi l'évolution, c'est bien, mais ça fait pas tout, la Ah ben preuve, ça hein. n'amène pas tout, non, La effectivement, preuve, hein. bah oui, ça n'amène pas tout. Il y a qu'un Français actuellement qui bon, il y en a peut-être d'autres qui vont venir, mais il y a, Guillaume Ruel de Caen qui perfore justement là-dessus et je le suis parce que, son parcours est aussi atypique, et il me fait un peu ressembler à moi parce qu'il fait justement ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Oui, 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 j'ai suivi également son évolution. Bah, c'est vrai Ouais. qu'actuellement, c'est le leader Ah oui, oui, du 100 du kilomètres ouais, en France. ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est pas très, très, on va dire, rendue publique, hein. Non, C'est assez c'est assez fermé. restreint, ouais. Oui, 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 c'est assez restreint. Pourquoi à ton avis? Est-ce que la distance qui fait peur? Est-ce que c'est, je sais pas, le Oui, je pense que c'est un peu la distance qui fait peur et aussi la prédisposition justement pour ces distances-là. Parce que c'est quand même des distances spéciales. Il faut quand même penser qu'on court à peu près à 15 ou 16 km/h quand même pendant 100 kilomètres. Donc ça fait un peu plus de moins de 4 minutes au kilo. ouais, c'est monstrueux, ouais. Ah oui. Et du coup, ouais, on peut voir en plus que ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu avais certes une bonne vitesse de base, mais tu n'étais pas dans les tout meilleurs sur les courtes distances. Ah non, sur les courtes distances, non, j'étais loin de te dire, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 15,44 au 5000, 32,18 au 10 000. Certes, c'est bien, mais au niveau français, c'était pas. Quand tu penses que les meilleurs français sont à 29 ou. Oui, oui, oui. Donc, c'était pas. Mais je continuais à travailler justement à la vitesse de base, ce qui fait que c'est vrai qu'après un 100 kilomètres, j'ai quand même réussi à battre mon record sur 10 000 mètres. Donc, c'est quand même ce qui prouve que la vitesse, il faut la conserver. Mmh. Intéressant. Intéressant. Et puis bah, moi, ce que je soulignerais, hein, c'est que tu as su vraiment très vite t'entourer et puis trouver là où étaient tes capacités aussi. Oui. C'est une chance d'avoir pu on va dire, exploiter ce don pour la longue distance. Et Dieu sait que tu aurais pu passer à côté, hein, donc comme quoi des fois le destin il est bien fait aussi. Et vraiment c'est assez inspirant de voir que peu importe où on est, peu importe notre destinée, on peut tous, je pense, accomplir de grandes choses et t'en es un exemple parfait, quoi. Oui, justement, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas eu une enfance heureuse, donc j'avais quand même à titre de revanche, je voulais faire voir aussi que j'étais capable de faire quelque chose. Donc j'avais vraiment la volonté de vouloir y arriver. Tel que quand j'étais champion de France en 1983, à l'époque, c'était Belloc qui dominait tout. Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je sois champion de France. Et en 1983, j'ai déjà battu Jean-Marc Belloc, justement. Et j'ai récidivé après en 84 justement, donc c'est pas un hasard. Ah non, non, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai été 2 fois champion de France, donc en 1983 et 1984, donc à Belvès et à Migène. Et c'est là, à Migène, où j'ai fait mon record en 6h44 et que j'ai détenu d'ailleurs pendant 5 ans, parce que j'étais le meilleur Français sur 100 kilomètres pendant 5 ans. Impressionnant.
Et du coup, ouais, moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il y avait quand même, comme tu le dis, hein, je pense que c'est le dénominateur commun de tout grand champion, c'est qu'il y a quand même une force intérieure, une force mentale, presque une revanche sur la vie que tu as décidé de prendre à travers le sport. Et C'est ça même, oui. Parce que j'aurais pu dériver de l'autre côté en voyou ou des trucs comme ça, mais c'est ça. effectivement, c'est sur le sport et c'est dans le sport que je me suis vraiment épanoui. Comme quoi, le sport, c'est vraiment une école de vie et ça permet de vraiment prendre confiance en soi et se rendre compte qu'on est capable de faire de grandes choses, même des fois sans le savoir, en fait. Ah oui, oui, tout à fait, puisque même après, justement, à la suite de mes performances justement sur 100 kilomètres, j'avais été invité en Algérie pour faire 550 kilomètres en 13 jours, donc en Algérie. Et c'est la grande course du Hogar. Donc j'avais fait 550 kilomètres en 13 jours, donc j'avais terminé quatrième et premier français de la course. Waouh! Ça nous faisait faire un marathon tous les jours, donc effectivement, il fallait être fort dans la tête aussi. Oui. Ouais, je pense que c'était une de tes grandes Ah oui, forces. oui, 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 je te dis, de par mon enfance, j'ai quand même eu un don, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, écoute, on va faire une petite pause et puis Oui. justement, je pense qu'il serait intéressant avec toi d'insister, c'est justement sur tes grands souvenirs de course et que tu nous partages un petit peu toutes tes anecdotes, de ton parcours. Mhm. Donc on va maintenant s'attaquer un petit peu à ton palmarès et à tes plus grands souvenirs, de course. Si tu as des exemples dans lesquels vraiment tu t'es, illustré, le plus. En plus, j'ai cru comprendre que tu tenais un carnet d'entraînement, qui relate un petit peu tout ton parcours et je trouve ça vraiment, top. Donc je te laisse présenter un petit peu à nos auditeurs ton palmarès et puis, tes plus grandes réussites, dans le monde de la course à pied. Ouais, disons que j'ai vraiment commencé à en performer en 1979, où j'ai fait mon record sur le marathon en 2h29,52 à la Forêt d'Alat. Ensuite, bon, j'ai fait un 5000 mètres à Saint-Maur-des-Fossés en 15 minutes 44. Et ben, là, on commence les choses sérieuses. Donc, en 79, au premier 100 km du Val-de-Somme, où j'avais réalisé 7h44. Et j'avais fait donc le record de Picardie et de la Somme. D'accord. Et ensuite, donc en 1980, donc j'ai refait les 100 kilomètres. J'ai refait les 100 kilomètres. Attendez, le 6 septembre 80 en 7h17. J'avais aussi été le premier français. Ensuite, en octobre 80, j'ai refait les 100 kilomètres de Perpignan où j'avais gagné en 7h17,30. Le 13 juin, les 100 kilomètres de Migène. J'avais terminé deuxième de la course en 7h21, premier français derrière Martin Lépine, que j'avais cité tout à l'heure. Le 12 septembre 81, j'avais fait Vogelgrün, deuxième en 7h08. Et là, je ne sais plus qui c'est qui m'avait battu. Le 26 septembre 81 encore, donc les 100 kilomètres du Val-de-Somme, en 6h49 minutes et 21 secondes. Premier français. J'avais terminé encore derrière Martin Lépine. Et c'est la première année où je descendais en dessous des 7 heures. Parce que j'avais été un peu culotté, justement, comme il y avait Martin qui était là, j'avais voulu partir avec lui, justement pour voir mes capacités, et j'avais tenu, donc pour moi, c'était vraiment un exploit. Bah oui, la barre des 7 heures, c'est énorme. Donc là, le 22 août, que j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait seul à 100 km de Val-de-Somme en 7h13,02. Ensuite, mon 82, ça s'est pas trop bien passé en septembre au Val-de-Somme et à Millau, j'étais obligé d'abandonner parce que j'avais des douleurs à un genou. Ça me faisait comme si on me rentrait des aiguilles dedans. Donc là, j'ai eu 2 abandons consécutifs, mais qui n'a pas empêché que je suis reparti au mois d'octobre aux 100 km de Genève, où j'ai terminé deuxième en 6h46 et 27 secondes. Et c'était donc là, c'est là où j'ai été vice-champion d'Europe sur 100 kilomètres. Ensuite, en avril 83, j'ai fait le Critérium de Belvès. Donc, c'était le premier championnat de France, mais on ne pouvait pas appeler championnat parce que c'était le premier titre organisé en France. Donc, j'étais le premier Français champion de France sur 100 kilomètres. Ensuite, j'ai refait Vogelgrün où j'ai gagné en 6h46 minutes, donc nouveau record national.
Le 13 septembre, le 24 septembre, j'avais refait le Val de Somme en 6h53 minutes. Le mai 84, j'ai refait les 100 km de la division Leclerc en 6h59 minutes. Donc premier français toujours. Le 16 juin 84, donc là c'était l'apothéose où j'ai fait les 100 km de Mugène. Et là c'était vraiment le premier championnat de France officiel que j'ai gagné en 6h44 minutes devant Jean-Marc Belloc qui à l'époque dominait tous les 100 km. Et donc là c'était le nouveau record national. Ensuite encore en 84, les 100 km de Grune, premier en 6h53. 84 encore les 100 km du Val de Somme, j'avais abandonné au 69e kilomètre parce que j'avais j'avais froid, il y avait eu de la pluie et puis je ne pouvais plus continuer. 1985 c'était le troisième championnat de France des 100 km, donc j'avais terminé quatrième en 7h24. Là c'est pareil, j'étais pas très bien parce qu'il y avait de la pluie et puis c'était de l'humidité, donc ça me convenait pas. Ensuite, en 1985, ah oui, mais c'est là où l'année où j'ai abandonné aussi avec le Grune parce que au 50 km, j'avais une douleur à la cuisse et puis bon, ben, cette année-là, ça n'a pas passé, moralement, ça n'a pas passé et puis ben voilà, je l'ai regretté après, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, en novembre 85, j'ai refait les 100 km de Genève où là, j'ai terminé quatrième en 6h46 et toujours premier français. Ah oui, en 21 juin 1986, j'avais fait Tourou, c'était les champions du monde, mais j'ai dû abandonner au 60e kilomètre parce que j'avais un suiveur, mais il m'a lâché. Donc tout seul, c'est impossible de continuer. En plus, c'était la nuit, Ah oui, oui, oui. donc impossible de pouvoir continuer. Et puis mon dernier 100 km que j'ai fait, c'était le 27 septembre 86. J'étais champion de Picardie, j'avais terminé deuxième en 6h47. Et là, pareil, une anecdote, ce qui m'était jamais arrivé avant, au 75e kilomètre, j'étais obligé de marcher pendant 5 kilomètres. Et donc, ce qui m'a fait perdre la victoire. Et puis, j'ai quand même fait 6h47 en marchant 5 kilomètres. Impressionnant. Donc voilà. Très Plus bien. après, j'ai rebattu mon record au marathon. Au marathon de l'Essonne, j'ai fait 2h28 à la sortie des crosses, sans avoir spécialement fait du fond avant le marathon. Donc ouais, très bonne base déjà, hein. Sous les 2h30, tu as couru déjà plusieurs marathons. Oh là là, j'en ai, je vais dire une dizaine en dessous des 2h30, Mm. oui. Donc comme quoi, comme on l'expliquait, il faut quand même avoir de la vitesse de base Oui, pour oui. pouvoir. C'est très très important. Il faut commencer par 5000, 10 000 marathons. Et puisque j'ai aussi réalisé 3h05 sur 50 km. Très bien. Donc du coup, ça te fait 23 courses de 100 km Oui. avec une dizaine de courses Ben, sous les 7 heures. Ouais. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce petit témoignage. Au moins, on a les bases qui sont posées. Et puis je pense que pour les spécialistes du 100 km qui nous écoutent, Ouais. ça va quand même parler, quoi. Exactement. Merci Enzo. Et puis on peut voir quand même que sur 23 100 km, il y en a plus qui se sont très bien passés que Ah, ah l'inverse. oui, oui, puisque j'en ai une dizaine en dessous des 7 heures. Donc, c'est pas rien, quoi. Oui. Et justement, est-ce que tu te souviens de la course dont tu es le plus fier, celle qui vraiment t'as réussi à exploiter tout ton potentiel de A à Z dans la course? Oui, je veux dire, bon, il y en a trois, puisque c'est les trois où j'ai eu les titres quand même. Donc, vice-champion d'Europe, champion de France encore une fois, et puis, mais je pense que c'est quand même en 84 le deuxième titre de champion de France, parce que j'étais quand même avec Jean-Marc Belloc, et une petite anecdote, au 75e kilomètre, j'étais obligé de m'arrêter parce que j'avais un lacet qui s'était dénoué. Donc, bah, Jean-Marc, il avait pris la poudre d'escampette, hein, il avait profité. Bon, je suis revenu après sur lui et il était un peu moins bon que moi en montée. Donc j'avais un peu calculé mon coup aussi. Et puis je suis parti à 5 km de l'arrivée. Au 95e kilomètre, j'ai essayé puis j'ai accéléré et c'est là que j'ai distancé Jean-Marc. Donc pour moi, c'était une fierté de battre 2 années de suite Jean-Marc Belloc. Donc vous tiriez un petit peu la bourre pour le titre français à chaque fois Ah oui, avec oui, du oui, coup oui, avec avec Jean-Marc. Jean-Marc, oui, 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 oui. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, Jean-Marc ne me connaissait pas, donc puisque j'étais quand même un peu néophyte. Bon, ça faisait 5 ans que je faisais du sang, mais j'étais pas vraiment un grand champion, quoi. Hmm.
Tu t'es révélé, par la suite, au Ah fur et oui, à oui. mesure des courses en fait. Oui, 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 oui. Puis après, en 85, j'ai refait un troisième titre de champion de France où là, ça s'est pas trop bien passé. J'avais terminé cinquième de la course, quand même en 7h21, parce que j'avais eu un petit peu des problèmes. Et puis, le 100 km s'est déroulé au mois d'avril, mais au mois d'avril, moi, je suis pas, parce que depuis 82 que j'avais fait un abandon à Amiens, j'étais allergique à l'humidité. Donc, j'étais pas trop dans le coup, quoi. D'accord, d'accord. Et justement, est-ce que tu te souviens un petit peu, si tu as eu des grosses périodes de doute dans ton parcours? Comment tu as fait face à tout ça? Et avec du recul, quels étaient à l'époque, selon toi, tes points forts et tes points faibles? Et est-ce que tu as voilà, tu vraiment entrepris un travail là-dessus pour, arriver à ce niveau de performance? Bah, disons les points forts, oui, c'était surtout que j'étais bon en côte et puis je supportais très bien la chaleur aussi. Donc ça, c'est 2 atouts qui sont justement importants en course à pied, parce que quand il y a des côtes par contre, j'étais moyen en descente, disons. Donc D'accord, mais oui, les points forts, c'était surtout ça. OK. Et du coup, en matière de tu le disais, hein, précédemment. En matière de nutrition, tu étais quand même, prédisposé aussi à pouvoir manger en courant, Oui, oui. assimiler facilement, ce qui est pas le cas non plus de tous les athlètes, donc Ben non, non, justement pour prendre le cas de Philippe Barbier qui a fait aussi des 100 kilomètres, il a quand même fait 7h06 aussi sur 100 kilomètres à Montluçon. Lui, il était pratiquement capable de pouvoir absorber quel aliment. D'ailleurs, en 79, quand j'ai gagné en 1979 mon premier 100 kilomètres, il était là aussi et il a dû abandonner parce qu'il ne pouvait pas ingurgiter quoi que ce soit. et oui, oui, ça c'était une chance, une force aussi, je Ah oui, pense que oui, tu avais, oui, c'était d'être capable d'assimiler les glucides en courant. oui, tout. Du coup, est-ce que tu te souviens un peu, si tu avais un protocole précis en alimentation pendant un 100 Ah kilomètres? oui, bah, oui, oui, c'était, oui, oui, à l'époque, bon, je te dis, on se les donnait parce qu'on savait pas trop non plus, bon, on suivait un peu quand même les athlètes, parce qu'il y avait Martin Luther King qui à l'époque était c'est un Anglais qui dominait aussi, parce qu'il a quand même fait 6h32 sur 100 kilomètres. Donc, et la première fois qu'il est venu à Amiens, lui, il prenait du coca dégazéifié. D'accord. Donc, mais j'ai sauté sur l'occasion et j'ai essayé. Effectivement, le coca dégazéifié, ça, ça donne des bons résultats. D'accord, bah, justement, c'est marrant quand j'ai reçu Ludovic Dubreuil, justement, il m'expliquait qu'il consommait aussi énormément de coca Ah, ben, dégazéifié tu vois, donc sur les courses. il a peut-être suivi mon conseil alors. Donc intéressant. Et c'est vrai que ça se voit moins maintenant, j'ai l'impression. Mais ça se voit moins parce que, comme je dis maintenant, il y a les gels, il y a tous les trucs comme ça. Donc, tu as des gels liquides, tu as des gels, donc c'est certainement pour ça. Et selon toi, est-ce que tu penses que réellement il y a un gain ou c'est du marketing à l'heure actuelle, tout ce qu'on voit? Est-ce que tu penses qu'il y a un gain dans la performance pure et dure ou on peut encore continuer à faire de très grosses performances avec des moyens beaucoup plus simples, donc Bah, comme disons sur la nutrition, tout ça, les produits, tout ça, je pense pas. Bon, certes, peut-être un peu, mais c'est au niveau de l'équipement, oui, au niveau des chaussures, oui. Là, on peut facilement gagner 5 minutes sur un 100 kilomètres avec les chaussures actuelles. d'accord, donc selon toi, c'est surtout l'évolution matérielle plus que nutrition? Ouais, plus matériel que nutrition, ouais. OK, OK. Intéressant. C'est vrai qu'avec l'arrivée des chaussures carbone maintenant, sur toutes les distances, hein, Ouais. on a quand même vu une différence indéniable, là-dessus. Donc, je pense que tu aurais effectivement pu, encore aller grappiller, et être dans les tout meilleurs, même à l'heure actuelle avec l'évolution matérielle. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que j'ai pas dit non plus, mais j'ai quand même réalisé 3h50 pardon, 3h05 sur 50 kilomètres. Aussi, ouais. Donc, déjà, ça laissait Ah présager ouais, une très grosse performance, ouais, ouais. si tu avais pu justement conserver cette économie de course qu'on retrouve avec les chaussures actuelles. Oui, exactement, ouais. L'économie musculaire, Oui, oui. Je pense qu'en 2h50 un 50 kilomètres, j'aurais pu le faire. oui, oui, oui. Et du coup, j'ai une petite question là qui me vient. Est-ce que tu te souviens de tes cycles d'entraînement et comment t'enchaînais les compétitions? Est-ce que tu étais plutôt du genre à baser ton entraînement au travers des compétitions ou justement avoir une longue préparation et seulement quelques compétitions, clés dans l'année? Comment est-ce que tu gérais ta Oui, planification? non, non, on se basait aussi sur entraînement, compétition, parce que tu peux pas faire entraînement et compétition toujours à fond.
Donc, comme je dis, une charge de travail, quand tu t'entraînes, c'est 3 semaines, une semaine. Donc, il faut essayer de conserver ces habitudes-là. Mais généralement, les longues sorties, on les faisait quand il n'y avait pas de course le week-end ou la semaine, mais c'était surtout le week-end. Parce que samedi ou dimanche, quand il n'y avait pas vraiment de compétition importante. D'accord. Parce on peut pas tout mélanger. Effectivement, comme je dis, quand on arrive sur une course, il faut être à 95% de ses moyens. Mmh. Et tu faisais beaucoup de compétitions globalement? Ah ben, en 1984, oui, quand j'étais vraiment champion de France, j'avais fait 55 compétitions dans l'année. Ah oui, donc c'est énorme. Donc tu t'es beaucoup servi des compétitions dans ton Oui, ça nous entraînement? servait. Encore une petite anecdote que je relatais justement avec Philippe hier. Je ne sais plus quelle année, on avait fait 3 compétitions en un week-end, sur samedi et dimanche. Ah oui, Il y avait le semi-marathon de Poulainville, on avait fait enfin, puis 2 autres courses que je me rappelle plus trop. Je peux le voir là-dessus, mais d'accord. Ouais, donc tu étais déjà quand même dans une optique, d'enchaînement des oui, compétitions oui, oui. pour habituer ton corps Ben, aux c'est aux ça, allures de comme je course. dis toujours, parce que beaucoup de gens le négligent aujourd'hui. Il faut habituer le corps, justement, si on l'habitue pas au kilométrage, quand on fait des longues distances, ben, on passera pas. C'est que quand on fait un marathon, il faut faire au minimum des sorties de 30-35 km. Donc, et voire même la distance du marathon que nous on faisait, justement. Mmh. Et du coup, toi, tes plus longues sorties, ça représentait quoi à l'entraînement? Ah ben, j'ai fait un 100 km tout seul à l'entraînement en 1982 où j'avais réalisé 7h13 avec Philippe Berbis, justement, qui me suivait en voiture. D'accord, ouais, donc ça t'arrivait des Ah oui, fois ben les plus grandes sorties, sinon, qu'on faisait que Philippe et Chantal, on faisait des sorties de 60 km. OK, donc déjà quand même un volume d'entraînement Ah conséquent. bah oui, 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 il faut. De toute façon, je te dis, il faut habituer le corps à souffrir. C'est le mot, puisque le corps, bon, il souffre quand même quand on fait ces distances-là. Donc, Et est-ce que tu te souviens du volume hebdomadaire sur une semaine? À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était 100, 120, 130, ouais, je 150? faisais à peu près une moyenne de 120 km par semaine, pas plus, ouais. D'accord, donc tu étais pas non plus dans des volumes Non, non, stratosphériques, non, non. mais tu groupais pas mal ton entraînement avec quelques grosses sorties Voilà, clés. c'est ça, parce que comme je te disais, il faut arriver sur les courses frais, donc il faut pas qu'il y ait de fatigue. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de l'entraînement actuel avec des volumes d'entraînement toujours plus considérables? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou qu'on part peut-être trop dans la démesure? Là, on voit que les meilleurs. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est pas parce qu'on va faire plus qu'on va être mieux. Je pense qu'il faut justement travailler qualitativement, mais pas en faire de trop, justement. OK, ouais, donc ta philosophie de l'entraînement, c'était peut-être plus d'être sur de la qualité, des allures de course, que faire du volume pour faire du volume, quoi. Voilà, tout à fait. Très bien. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, on peut voir, notamment, je pense que tu as suivi un peu l'évolution, les Japonais Ouais, qui s'entraînent pour le 100 kilomètres, on monte à plus de 300 kilomètres semaine. ouais, C'est vraiment considérable. ouais, Et puis on n'en a pas parlé, hein, mais il y a aussi forcément la montée en puissance du dopage, hein, ouais. de Ça plus en aussi. plus. Oui. Et quel est ton regard un petit peu là-dessus, sur ces distances-là? Est-ce que tu penses que le dopage fait quand même partie intégrante du 100 kilomètres? Bah, disons, je pense pas, non. Je pense pas sur le 100 km. Il s'est avéré que sur le marathon, oui, justement, avec les Kenyans et tout ça, où on s'est aperçu qu'ils se dopaient aussi. Mais sur le 100 km actuel, bon, il y en a certainement eu, hein, parce que on peut pas le nier, certainement. Mais actuellement, bah, je sais pas. Je sais que bon, la Guillaume, je pense pas lui qui soit parce que comme je te disais, il fait quand même les séances d'entraînement qu'il faut pour y arriver. Donc, et il a quand même fait 6h19 l'année dernière au championnat du monde. Oui, oui, oui. Et puis il est constant, il est Oui, il est constant. constant. Voilà, il est constant. Il fait régulièrement 2h20 ou un truc comme ça au marathon. Donc, je pense parce qu'il a un défi justement de battre le record du monde, qui est à 6h09, je crois. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est vrai que c'est intéressant de voir, l'évolution qui est pas, enfin, certes, il y a une évolution, mais je trouve que par rapport à ton époque, c'est pas non plus considérable, l'évolution qu'il y a eu sur le 100 kilomètres, malgré toute l'évolution technologique derrière. Non, mais voilà, effectivement, comme tu disais, actuellement,
c'est lui qui domine tout. Sinon, les autres Français, ils sont, je veux dire, à 6h45, 6h50. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a que lui qui est sorti du Ouais, lot et ouais, sinon, c'est vrai qu'on a, ouais, on est quasiment dans les mêmes ouais, chronos, en fait. pratiquement, ouais. Ouais. Donc ça, c'est intéressant de le souligner Ah parce bah oui, parce que je te que dis, ça fait quand même 41 ans après. Donc, incroyable. Comme quoi, les méthodes d'entraînement n'ont pas tant évolué que non, ça, ou alors ben non. Ah l'efficacité. non, mais de toute façon, il y a pas, comme dirait l'autre, il y a pas de secret. Il faut mettre un pied devant l'autre Ouais, c'est ça. et puis le mettre comme il faut, quoi. Il faut pas qu'il y ait d'embûches, il faut pas. Mais moi, j'ai un souvenir qui m'avait marqué, c'est quand Duclos Lavassal, il avait gagné Paris-Roubaix. Il avait toujours dit, il faut être équilibré, il faut manger équilibré, puis avoir une vie saine. Et ça m'est toujours resté, bon, un peu moins maintenant parce qu'avec, avec l'âge et tout, voilà, mais sinon il faut être équilibré puis avoir une vie saine. Bah, justement, on va aborder un petit peu le sujet. Est-ce que tu te souviens de tes routines de vie, donc que ce soit professionnelle et sportive, ton alimentation au quotidien? Comment tu gérais un petit peu ton hygiène de vie à l'époque? Et selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de faire la différence? Parce que je pense que l'hygiène de vie sur 100 kilomètres est quand même importante, globalement. Oui, tout à fait, ben comme je disais, donc manger équilibré, pas de gras, pas d'alcool surtout, parce que bon, l'alcool, c'est très important aussi. Et puis oui, avoir une vie saine, dormir comme il faut et puis ça quoi, oui. Et puis s'entraîner comme il faut, si on est blessé, il faut savoir s'arrêter aussi. Parce que Mmh. la meilleure guérison pour une blessure, c'est le repos, hein. Moi, j'ai toujours dit et puis c'est vrai encore maintenant. Donc, si on court sur une blessure, ben, on va l'aggraver. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu disais, en plus, t'as pas trop été embêté par les blessures Ah non, non, dans ton non, parcours, quoi. pratiquement jamais. Dès que j'avais une douleur, des trucs comme ça, j'arrêtais et puis, repos et puis je reprenais quand j'avais plus mal. Et encore à l'heure actuelle, ben, je fais encore, bon, moins parce que j'ai des soucis de santé, tout ça, mais, je marche, et puis je fais du vélo. Ouais, donc tu as réussi vraiment à conserver une Ouais, activité le plus longtemps possible. ouais, C'est ça qui est beau, je trouve, hein, c'est de durer. ouais. C'est le plus important. C'est vraiment, être et durer, Mmh. c'est hyper Ah, important. c'est hyper important, oui. Très bien. Bah, du coup, maintenant, on va essayer de passer sur vraiment ce dont tu es le plus fier, ce qui t'a rendu vraiment le plus fier, que ce soit en challenge, un défi, une attitude sur une course, juste un souvenir très marquant que tu pourrais nous ressortir aujourd'hui. Donc pas forcément un chrono, mais ce qui s'est déroulé dans la course dont tu es le plus fier. Ah, oui, bon, ben déjà, ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu 3 enfants déjà, hein, une fille et 2 garçons. Donc déjà ça, c'est très important, Bien sûr. qui ont fait aussi tous les 3 justement de la course à pied et du vélo et qui ont eu aussi des titres, quand ils étaient jeunes. Donc, ça déjà, c'est une grande fierté parce que je pense que c'est pas dû à tout le monde. Non. Et puis, donc après, oui, une certaine fierté, donc je le relatais hier avec, Philippe parce que, c'était pas souvent que je battais Philippe sur des courses. C'était un 12 kilomètres à Froissy dans l'Oise et cette année-là, j'avais prévu mon coup pour pouvoir le battre et donc à 200 mètres de l'arrivée, il y avait un virage à angle droit et puis je me suis dit: «S'il faut que je si pour le battre, il faut que je sois en tête et puis que je lance mon sprint tout de suite et ça s'est réalisé comme ça et j'ai battu Philippe, c'est pour moi un souvenir très important. D'accord, ouais, donc c'est marrant parce que c'est même pas du coup sur un 100 kilomètres. Non, 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 du tout. Non, non, du tout, parce que Philippe était quand même à la base plus rapide que moi donc Oui. et cette année-là, donc vraiment franchement oui, et d'ailleurs, tu dis, on l'a encore relaté hier, quand on a marché ensemble hier. Ouais, donc par ton attitude, ton panache, tu as réussi à le Ah surprendre, ouais, ouais, ouais. super. Bah, écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter? Et puis, est-ce que tu pourrais donner des conseils justement à nos auditeurs qui voudraient se lancer, bah, sur le 100 kilomètres, pourquoi pas? Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait s'essayer Bah, à cette disons distance? déjà, comme on disait tout à l'heure, déjà, garder la qualité, de base, c'est-à-dire la vitesse et tout ça. Toujours continuer à travailler la vitesse de base et puis après, bon, beh, faire des sorties en conséquence qui vont justement avec la distance.
Parce que si on n'habitue pas le corps à souffrir, ben, quand on arrive dans les distances comme le marathon ou des trucs comme ça, il faut faire des sorties de 35-40 km justement pour que le corps soit habitué à la distance. Et c'est là qu'on peut justement performer parce que déjà, à l'entraînement, on peut voir ses capacités déjà. Que si on ne le fait pas, ben, on ne peut pas savoir. Mmh. Et à l'heure actuelle, justement, selon toi, quelle est la plus grosse erreur commise par les coureurs sur 100 km de niveau intermédiaire? Ben, justement, je pense qu'ils font pas assez de longues sorties pour habituer le corps. D'accord. Je veux dire, ils se limitent à des sorties de 40 où je vois des sorties de 2 sorties, hebdomadaires, mais je ne trouve pas que ce soit parce que le corps, il va faire, par exemple, on va faire 2 fois 20 kilomètres ou 2 fois 30 kilomètres, c'est pas pareil que si on fait 60 kilomètres. OK, donc un manque de longue Ouais, distance, un manque d'endurance, oui, d'endurance. de OK, foncier, ouais. OK. Très intéressant. Donc, bah, en conclusion, hein, faites des très longues sorties, bon, c'est toujours de manière Oui, progressive, voilà, bien sûr. progressive et puis attention de ne pas surtout ne pas les faire trop vite non plus. Que quand on fait des longues sorties comme ça, il faut les faire à 75 ou 80. Il faut pas taper dedans. Par exemple, si on fait un 30 kilomètres ou un 50 kilomètres, on va le faire en 4 heures. On va pas le faire en 3 heures. Oui, oui, oui. Donc une gestion évidemment Aussi de à l'effort et avoir. de l'allure. Et au niveau récupération, justement, quel conseil tu pourrais donner après ce type de sortie? Comment est-ce que toi tu récupérais justement? Moi, comme je dis, j'étais à corps. J'avais une très, très bonne récupération justement parce qu'après un 100 kilomètres, 3 jours après, je pouvais, recourir. Ah oui, incroyable, ouais, donc tu avais vraiment un système, Ah ouais. musculo-squelettique, très, Ouais, très ouais, costaud. j'avais tout pour moi parce que, comme je disais, j'avais une petite foulée rasante, donc une foulée économique, donc c'est pour ça aussi que j'ai jamais trop vraiment été blessé. Mmh. Oui, après évidemment, c'est du cas par cas, hein. Moi, c'est vrai que j'essaye d'avoir cette approche-là avec les personnes que j'encadre, c'est d'être vraiment 100% personnalisé en fonction de leur profil Mmh. aussi. C'est ça le plus important, ce que je retiendrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous a donné pas mal de conseils, mais il faut savoir vraiment s'entourer, comme a su le faire Claude, hein, pour avoir des personnes qui arrivent à vraiment à comprendre notre potentiel et à cerner aussi nos faiblesses pour éviter de basculer et de se dégoûter dans la course à pied, hein, de basculer soit dans le surentraînement, d'avoir affaire aux blessures. Donc, je dirais vraiment, ouais, entourez-vous et puis adaptez-vous par rapport à vos capacités aussi, quoi. À notre capacité, à notre niveau. C'est ça le plus important. Bah écoute, pour finir, je te demanderais si tu arrives à nous trouver une petite citation qui pourrait vraiment te définir et définir un petit peu ta carrière, ton parcours de vie. Bah, à l'époque, on m'avait appelé le petit prince des 100 kilomètres. Donc ça, je pense que ça restera, tout le temps et beh, oui, sinon, c'est une citation qui me va très bien parce que je pense que oui, de par mon parcours de jeunesse et puis après, donc je pense que j'ai réussi, ce que je ne pensais jamais faire. Ouais, tu t'es vraiment surpris, par le sport et accompli aussi par le sport, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait, ça m'a ouvert l'esprit, complètement. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais, dernière petite question avant de terminer, de ton enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aurais dit au petit Claude de 8 ans, dans ton évolution? Est-ce que tu aurais pensé en arriver là ou justement, pas du tout, Ah non, 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 pas du tout, parce que comme je t'ai dit, à 8 ans, j'avais le droit de rien faire chez moi, donc la preuve, j'ai acheté mon premier vélo quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc non, non, j'ai su faire du vélo à 16 ans, et avant, je ne faisais rien du tout, donc non, j'aurais pas pu non, je vois pas. Tu es vraiment fier de tout le parcours que tu as Ah que ben tu de fait tout le actuellement? parcours que j'ai fait après mes 18 ans, oui, parce que je me suis vraiment construit tout seul. Enfin tout seul et après entouré des bonnes personnes. Mais sinon, au départ, à 18 ans, je ne savais pas du tout où j'allais. Mmh. Et c'est grâce justement que je suis parti à l'armée et puis qu'après que je suis rentré dans la course à pied que j'ai vraiment que je me suis trouvé, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que ça va inspirer, plus d'un auditeur, ça j'en suis certain.
Et ce que je retiendrai, c'est que comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, faut croire en soi et tout est possible. La preuve, il faut vraiment se donner les moyens de faire les choses, même quand on n'est pas destiné à réussir. Des fois, on peut forcer le destin. Ça a été le cas pour toi et puis la vie est bien faite, hein. Des fois, le hasard fait bien les choses, c'est des concours de circonstances. Mmh. Là, tu as rencontré des personnes qui ont su, te faire croire en toi, Mmh. qui ont su t'accompagner et ça a payé donc croyez toujours en vous et battez-vous pour vos rêves, quoi. Ouais, tout à fait vrai. Écoute, merci beaucoup, Claude et puis, peut-être à la prochaine et je te Oui, souhaite ben, une bonne continuation, pour la suite. merci Enzo et puis à toi, qui veux te lancer sur les 100 kilomètres, tu suis mes conseils. Merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Oui, Salut! d'accord, pas de problème. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.